Il fut un temps où ma cuisine était le cœur battant de notre maison, l'âme de nos dimanches. Les rires de mes enfants, puis de mes petits-enfants, résonnaient entre les casseroles et les effluves de gigots d'agneau ou de poulet rôti. Chaque recoin racontait une histoire, la tache de farine sur le carrelage, souvenir d'un atelier pâte brisée avec ma petite fille Léa, les rayures sur la table en bois, vestiges des batailles de cartes que mon mari et moi menions après le dîner. Ma cuisine était mon sanctuaire, l'endroit où j'offrais mon amour, ma patience, mon héritage culinaire. Je n'ai jamais été une femme de grands mots, mais mes mains parlaient, à travers chaque plat mijoté, chaque gâteau partagé. C'était ma façon de dire « je vous aime », de tisser les liens invisibles qui, je le croyais, nous uniraient pour toujours. Aujourd'hui, le silence y règne, épais, oppressant. Les arômes de mes plats traditionnels, la blanquette de veau de ma mère, le coq au vin que mon mari adorait, les tartes aux pommes dont les enfants raffolaient sont étouffés par une autre odeur, âcre et synthétique, celle des barquettes en plastique fraîchement ouvertes, des emballages de pizza tièdes, des boîtes de sushis livrées. Mes petits-enfants, ceux-là même que j'ai nourris de mes mains, ne voient dans ma cuisine qu'un espace de passage, un lieu où l'on déballe des plats aseptisés avant de retourner à leurs écrans, à leur monde virtuel. Ils ne s'y attardent pas. Leurs yeux ne s'illuminent plus à la vue d'une croûte dorée ou d'une sauce onctueuse. Leurs visages sont indifférents, parfois même empreints d'une légère impatience quand je propose de cuisiner. Grand-mère, pas la peine, on a commandé. C'est plus simple. Ce « plus simple » résonne en moi comme une sentence, une annulation de tout ce que j'ai été, de tout ce que j'ai donné. Mon fils, mon cher Antoine, marié à la douce Sophie, m'avait encouragé à venir vivre avec eux après le décès de mon époux. Maman, tu ne peux pas rester seule dans cette grande maison. Viens avec nous, la famille doit rester unie. J'y avais vu un signe, une continuation de cette chaleur familiale que j'avais toujours cultivée. J'avais vendu ma maison d'enfance, celle où j'avais élevé Antoine, avec la certitude que je bâtirais de nouveaux souvenirs, que ma cuisine serait de nouveau le théâtre de nos dimanches. J'avais apporté avec moi mes vieilles casseroles en cuivre, mes livres de recettes jaunis par le temps, mes ustensiles préférés, comme des reliques sacrées. Chaque objet, chaque épice, était chargé de souvenirs, de rires, parfois de larmes. Je les avais installés avec soin, convaincu que ces murs nouveaux s'imprégneraient à leur tour de cette magie que seule une cuisine habitée peut créer. Au début, tout semblait parfait. Les enfants, Léa, 14 ans, et Tom, 12 ans, étaient encore assez jeunes pour apprécier mes crêpes du mercredi et mes rôtis du dimanche. Antoine et Sophie louaient mes talents, se réjouissaient de retrouver les saveurs de leur enfance. Mais insidieusement, quelque chose a changé. Les repas préparés par mes soins sont devenus des options, puis des exceptions. Les dimanches, jadis sacrés, se sont transformés en courses contre la montre, entre les devoirs, les activités sportives et les sorties entre amis de mes petits-enfants. Leurs goûts ont évolué, ou plutôt, se sont standardisés. Ils préféraient les saveurs uniformes des chaînes de fast-food, la rapidité des plats livrés à domicile. Mes efforts pour leur faire découvrir de nouveaux légumes, de nouvelles épices, étaient accueillis par des soupirs lassés, des mots de dégoût. C'est bizarre, grand-mère. On n'aime pas trop. Leur visage exprimant un dédain à peine voilé pour ce qui était pour moi l'essence même de la cuisine, l'exploration des saveurs, le partage. Un soir, j'avais passé des heures à préparer mon cassoulet, une recette transmise de génération en génération, qui exigeait patience et dévotion. L'odeur emplissait la maison, riche, réconfortante. J'avais mis la table avec ma nappe brodée, mes plus belles assiettes. Léa et Tom sont entrés, leur téléphone à la main, jetant un coup d'œil distrait au plat fumant. Oh, grand-mère, on a commandé des burgers. On est crevé du sport, on voulait un truc rapide. Leurs mots, prononcés avec une désinvolture désarmante, m'ont frappé de plein fouet. Mon cœur s'est serré, un froid glacial m'a envahi. Ce n'était pas seulement un plat refusé, c'était un héritage nié, une partie de moi rejetée. Antoine et Sophie, gênés, ont tenté de minimiser. Les enfants, ce n'est pas très gentil. Maman, ne t'en fais pas, on le mangera demain. Mais leurs excuses sonnaient creux, dénuées de conviction. Le cassoulet, symbole de mes racines, a fini par être rangé au réfrigérateur, puis oublié, jusqu'à ce que je le jette, le cœur lourd, quelques jours plus tard. Ce fut la première fissure, le premier signe que quelque chose de précieux était en train de se briser. La cuisine, jadis mon royaume, est devenue une annexe, un lieu de stockage pour leur livraison. Les étagères autrefois remplies de bocaux de confiture maison et de légumes frais sont désormais encombrées de sacs de courses de supermarché, de boîtes de céréales industrielles. Mes ustensiles, mes moules à gâteaux, mes planches à découper, sont relégués au fond des placards, remplacés par des tupperwares en plastique, des sacs isothermes. Il n'y a plus de place pour mes épices, mes herbes aromatiques, leurs parfums se sont évanouis. Le robot culinaire, cadeau de mon mari,
est recouvert d'une fine couche de poussière. Le silence de la cuisine est parfois brisé par le bip du micro-ondes réchauffant un plat préparé, ou le bourdonnement du mixeur préparant un smoothie ultra-protéiné. Le cœur de la maison s'est éteint, et avec lui, une partie de mon âme. Je les observe, mes petits-enfants, ces jeunes êtres si pressés de vivre, si déconnectés de la terre, de la tradition, de la patience nécessaire à l'élaboration d'un bon plat. Ils ne voient pas l'amour que je mets dans chaque geste, l'histoire que je raconte à travers chaque ingrédient. Ils ne voient qu'un espace de passage, un lieu sans âme, sans mémoire. Chaque dimanche, le même rituel. Je me levais à l'aube, le cœur gonflé d'une nostalgie anticipée et d'un espoir ténu. La cuisine, baignée par la première lumière du matin, reprenait vie. Le doux cliquetis des ustensiles, le frémissement de l'huile d'olive dans la poêle, le parfum enivrant des herbes fraîches. Je préparais la daube de ma mère, ce plat qui avait nourri des générations, dont le secret résidait moins dans les ingrédients que dans le temps, la patience, et l'amour qu'on y infusait. La maison entière s'emplissait de cette promesse réconfortante, une symphonie olfactive qui annonçait l'arrivée imminente de mes petits-enfants. Autrefois, leur rire emplissait l'espace, leurs petites mains curieuses tiraient sur ma jupe, avides de goûter la sauce avant l'heure. Ils apprenaient les noms des épices, écoutaient les histoires de la famille qui se cachait derrière chaque plat. C'était un héritage vivant, transmis de cœur à cœur, de main à main. Mais ces jours-là sont des échos lointains, des murmures dans le vent. Aujourd'hui, ils arrivent, les yeux rivés sur leurs écrans lumineux, les écouteurs enfoncés, comme des étrangers débarquant dans un aéroport, pressés d'atteindre leur prochaine destination. « Grand-mère, tu as encore fait la daube ?» demanda un jour Léo, mon aîné, d'un ton qui n'était pas de la curiosité, mais une résignation polie. Il avait l'air de s'excuser pour moi, pour ma persistance à cuisiner des « antiquités ». Ma petite fille, Chloé, plus directe, me lança un sourire forcé. « Mamie, on a commandé des sushis. On n'a plus le temps de manger lourd le dimanche, tu sais, avec le sport et tout ça. » Le mot « lourd » résonna dans ma poitrine comme un coup de marteau. « Lord ». C'est ainsi qu'il qualifiait mon héritage, ma cuisine, mon amour. Les sushis. Des rouleaux de riz et de poissons crus, arrivés dans des barquettes de plastique aseptisées, sans âme, sans histoire, sans même l'ombre d'un parfum familier. Je regardais ma daube, mijotant doucement sur le feu, son arôme riche et profond se mêlant maintenant à l'odeur vinaigrée du riz froid. C'était un sacrilège, une profanation silencieuse. Ils déballaient leurs commandes sur la grande table en bois, celle-là même où mon mari et moi avions gravé nos initiales il y a 60 ans. Ils mangeaient rapidement, sans un mot, sans même lever les yeux, comme s'ils accomplissaient une tâche obligatoire. Leurs doigts habiles manipulaient les baguettes avec une dextérité acquise dans des restaurants impersonnels, loin des mains qui pétrissaient la pâte, épluchaient les légumes ou retournaient les crêpes. Je me sentais invisible, un meuble vieilli dans une pièce modernisée à la hâte. J'avais cuisiné pour eux, pour ce lien que je croyais indéfectible, mais ils avaient apporté leur propre nourriture, leurs propres règles, leur propre silence. Mon cœur se serrait. Comment pouvait-il être si aveugle? Ne voyait-il pas que ma cuisine n'était pas qu'un lieu pour se nourrir, mais un hôtel, un sanctuaire de nos souvenirs? Les taches de farine sur le plan de travail, les rayures sur la planche à découper, la patine du cuivre sur mes vieilles casseroles. Chaque marque racontait une histoire, un repas partagé, un rire échangé. Mon mari, Jean, s'y tenait autrefois, son tablier maculé de sauce, me taquinant sur ma technique pour les boulettes de viande. Nos enfants y faisaient leurs devoirs pendant que je préparais le dîner, le bruit des crayons sur le papier se mêlant au chuchotement du pot-au-feu. C'était la vie, la pulsation même de notre foyer. Maintenant, le silence. Un silence assourdissant, brisé seulement par le cliquetis de leur téléphone et le grésillement des films qu'ils regardaient en mangeant. Ils ne parlaient pas, ne riaient pas, ne partageaient pas. Ils consommaient. J'avais l'impression d'être face à des étrangers, des ombres lointaines de ces enfants joyeux que j'avais élevés, à qui j'avais tant donné. Ma cuisine, mon refuge, mon havre de paix, était devenu un simple espace de transit, un arrêt sur leur chemin rapide et affairé, un lieu où l'on pouvait manger sans s'engager, sans se souvenir. Et moi, j'étais la gardienne d'un temple vide, d'un culte oublié. Un jour, j'ai osé leur demander. Pourquoi ne voulez-vous plus de ma cuisine? Est-ce que mes plats ne sont plus assez bons? Léo, gêné, a balbutié. Mais si, mamie, c'est très bon, mais, c'est juste que, c'est différent maintenant. On a d'autres habitudes. Chloé a ajouté, avec une feinte de douceur, on est juste plus habitué aux saveurs légères, aux choses qui vont vite. Tes plats, c'est tellement de travail pour toi, mamie. On ne veut pas te fatiguer. Fatigue. Le mot brûla les lèvres. Ils ne comprenaient pas que cuisiner pour eux n'était pas une fatigue, mais ma raison d'être,
ma façon de les aimer, de les retenir près de moi. C'était ma joie, mon oxygène. Leur pitié était plus blessante que leur mépris. Ils pensaient me soulager en m'enlevant ma tâche, sans voir qu'ils m'enlevaient ma vie. J'étais une vieille femme, oui, mais mes mains étaient encore fermes, mon esprit clair. J'avais la mémoire des recettes, le goût des saveurs, le savoir-faire de toute une existence. Mais pour eux, j'étais juste une relique, une antiquité bonne à ranger dans un coin, à la poussière. Ils ne voulaient pas de mon aide, de ma sagesse, de mon expérience. Ils voulaient ma place. Un après-midi, alors que je préparais des confitures de prunes, une tradition transmise de ma grand-mère, Léo est entré dans la cuisine. Il n'a même pas remarqué l'odeur sucrée et fruitée qui flottait dans l'air. Ses yeux se sont posés sur ma vieille balance de cuisine, en laiton poli par des décennies d'usage. « Mamie, tu utilises encore ça ? C'est hyper imprécis. Je t'ai dit que je pouvais t'acheter une balance numérique, c'est tellement plus simple et rapide. » Il a tendu la main, comme pour la prendre, la jeter, la remplacer. Ma main s'est refermée sur la sienne, ferme. Cette balance, Léo, a mesuré la farine pour le pain de ton arrière-grand-père pendant la guerre. Elle a pesé les fruits pour les confitures de ta mère quand elle était enfant. Elle a une histoire. Il a retiré sa main, visiblement agacé par ma résistance. C'est juste une vieille balance, mamie. C'est pas pratique. Ce n'était pas une balance. C'était un symbole. Un symbole de tout ce qu'il rejetait, de tout ce qu'il ne comprenait pas. Il ne voyait pas la valeur de l'ancien, la beauté de l'usure, la richesse de la mémoire. Il ne voyait que l'efficacité, la rapidité, le « nouveau ». Cette conversation, si banale en apparence, fut un coup de poignard. Elle me fit comprendre que leur désintérêt n'était pas passager, qu'il était profond, ancré dans une vision du monde qui ne laissait aucune place à mes valeurs, à ma cuisine, à mon héritage. Ils ne me voyaient plus comme la gardienne d'une flamme, mais comme un obstacle, un poids. Et c'est là, au milieu du parfum sucré des prunes et du goût amer du rejet, qu'une pensée, froide et tranchante comme la lame d'un couteau, commença à prendre racine dans mon esprit. Si ma cuisine n'était pour eux qu'un lieu de passage, sans âme ni héritage, alors peut-être n'y avait-il plus de raison pour que je sois la seule à emporter le fardeau. Peut-être que ce n'était plus à moi de la défendre. Peut-être que le temps était venu de laisser le silence s'installer. Mais pas n'importe quel silence. Un silence qui résonnerait plus fort que tout leur bruit. Un silence qui les obligerait à écouter. Le silence s'est invité dans ma cuisine, un silence d'abord timide, puis de plus en plus pesant. Il a remplacé le cliquetis joyeux des couverts, le frémissement des sauces sur le feu, les rires et les conversations animées qui emplissaient autrefois cet espace. C'était ma décision, lourde de chagrin mais aussi d'une étrange clarté. J'ai cessé de lutter. J'ai cessé de cuisiner ces plats qui portaient en eux l'âme de mes aïeuls et les souvenirs de nos dimanches. Les arômes de ragoût mijoté, de tartes aux pommes croustillantes, de poulet rôti aux herbes de Provence, ont été remplacés par une odeur neutre, celle des emballages en carton des plats livrés. Léa et Thomas n'ont pas remarqué tout de suite. Ou plutôt, ils ont feint de ne pas remarquer. Ils ont continué leur vie, branchés sur leurs écrans, indifférents à l'absence qui grandissait autour d'eux. Leurs commandes de sushis et de pizza arrivaient ponctuellement, leurs sacs en papier brun jonchaient le plan de travail, et leurs rires résonnaient, mais jamais autour de ma table. La cuisine, ce cœur battant de la maison, est devenue un simple couloir entre le salon et la porte d'entrée, un endroit où l'on passe, mais où l'on ne s'arrête plus. Je les observais, mon cœur serré, mais mon esprit clair. J'avais tant donné, tant investi, non seulement mon temps et mon énergie, mais une part de mon être, de mon histoire dans ces murs, dans ces recettes. Les murs eux-mêmes semblaient soupirer, les vieux carreaux de faïence, témoins silencieux de tant de festins, semblaient ternis par le manque de vie. Au début, ils ont dû croire que je m'étais lassée, ou que j'étais trop fatiguée. Une pensée confortable pour eux. Léa, avec son sourire évasif, me demandait parfois « Mamie, tu ne cuisines plus ? C'est dommage, on aimait bien tes plats. » Mais il n'y avait aucune sincérité dans sa voix. Thomas, lui, ne disait rien, ses yeux fixés sur son téléphone. Leur ignorance m'a blessée, oui, mais elle a aussi forgé ma détermination. Le chagrin s'est transformé en une force tranquille, une certitude inébranlable. Je ne pouvais plus leur donner ce qu'ils ne voulaient pas recevoir. Je ne pouvais plus les forcer à reconnaître la valeur de ce qu'ils méprisaient. Et surtout, je ne pouvais plus vivre dans cette illusion que mon amour suffirait à combler le vide qu'ils creusaient. Alors, j'ai commencé à changer mes propres habitudes. Je ne passais plus mes dimanches à éplucher des légumes ou à pétrir la pâte. Je me suis inscrite à des cours de poterie, une vieille passion que j'avais mise de côté pour ma famille. J'ai retrouvé des amis d'enfance, avec qui je partageais de longs cafés et des rires oubliés. Mon propre appartement, dans le même immeuble, est devenu mon refuge,
un lieu où je pouvais enfin être moi-même, sans le poids de leurs attentes silencieuses. La cuisine, chez moi, est restée vibrante, même si c'était pour de petits plats, juste pour moi. Mais le contraste était frappant. Le silence de la cuisine d'en bas, celle de la maison familiale, devenait assourdissant. J'entendais parfois Léa et Thomas se disputer, des éclats de voix qui ne duraient jamais longtemps, noyés dans le bruit de leur série télévisée. Ils commençaient à ressentir une gêne, une sorte de malaise diffus. Les plats livrés perdaient de leur attrait, leur saveur aseptisée ne parvenait plus à masquer le manque. Le réfrigérateur restait souvent vide. J'ai même remarqué qu'ils commençaient à manger leur repas sur des plateaux, devant la télévision, évitant la table de la cuisine, comme si elle était devenue un miroir trop fidèle de leur indifférence. La façade de leur confort commençait à se fissurer. Ils n'avaient plus cette présence maternelle, cette atmosphère chaleureuse qu'ils prenaient pour acquise. Ils n'avaient plus la mamie toujours prête à réparer les petits bobos, à écouter les plaintes, à offrir un repas réconfortant. Ils avaient désormais une mamie qui vivait sa vie, une mamie dont le silence était une question, une interpellation. La maison, cette grande maison familiale que mon défunt mari et moi avions bâtie pierre par pierre, était leur héritage, du moins le pensaient-ils. Ils la voyaient comme une évidence, un dû. Ils ne connaissaient pas les sacrifices, les heures de travail acharnées, les économies mises de côté sou par sou pour que cette maison soit plus qu'une simple structure, mais un véritable foyer. Ils avaient toujours vécu ici, et le titre de propriété, bien qu'à mon nom, était pour eux une formalité, une sorte de prêt à usage en attendant le moment où il leur reviendrait. Ils n'avaient aucune idée de la clause que mon mari et moi avions ajoutée au testament il y a des années, une clause discrète, presque invisible, rédigée par un notaire de confiance qui avait compris notre vision. Cette clause stipulait que la maison, et par extension, la cuisine en son cœur, devait rester un lieu de rassemblement, de partage, un véritable foyer. Si elle venait à perdre cette essence, si elle devenait un simple espace de passage, sans âme, sans vie, alors elle serait destinée à un tout autre usage. Mon mari avait toujours été un homme de principe, et il avait anticipé la possibilité que notre héritage ne soit pas traité avec le respect qu'il méritait. Cette clause était ma carte maîtresse, mon levier silencieux. Je ne l'avais jamais mentionné, ni à Daniel, mon fils, ni à mes petits-enfants. C'était notre secret, à mon mari et à moi, une sorte de filet de sécurité pour l'âme de notre maison. J'avais hésité, pendant des mois, à l'activer. La douleur de voir la maison perdre son sens était immense, mais l'idée d'en priver mes propres enfants et petits-enfants était déchirante. Pourtant, chaque jour qui passait, chaque plat livré, chaque rire vide qui résonnait dans le salon, me confirmait que la maison avait déjà perdu son âme, bien avant que je ne prenne ma décision. Ce n'était plus un foyer, mais une coquille vide. Ils s'étaient habitués à mon silence, à mon retrait. Ils pensaient que j'étais résigné, fatigué. C'était leur erreur la plus grave. Le silence n'était pas un signe de défaite, mais la première étape d'un plan que j'avais patiemment élaboré. La première étape d'une transformation. Je n'étais plus la mamie qui s'effaçait, la mamie qu'on ignorait. J'étais la gardienne d'un héritage, et j'étais prête à le défendre, même contre ceux que j'aimais le plus. Je me suis assise à ma table de cuisine, celle de mon petit appartement, et j'ai sorti les papiers du notaire que j'avais gardés précieusement dans un coffre. Le document était jauni par le temps, les signatures un peu pâlies, mais le texte était clair, limpide. J'ai relu chaque mot, chaque phrase, sentant une force nouvelle monter en moi. Ce n'était pas de la vengeance, non. C'était de la justice. Une justice pour toutes ces années de dévouement, pour tous ces dimanches sacrifiés, pour tous ces arômes étouffés. Une justice pour l'âme de ma cuisine. Je savais ce que je devais faire. La prochaine étape serait difficile, mais nécessaire. Elle serait douloureuse, mais libératrice. Elle leur apprendrait enfin la valeur des choses, la valeur d'un héritage, la valeur d'un foyer. Et surtout, elle leur apprendrait que le silence, parfois, est la réponse la plus éloquente. Maître Dubois, son visage expérimenté et sa voix douce mais ferme, m'avait écouté avec une attention monacale. Il n'avait pas exprimé de surprise, seulement une compréhension profonde, comme si ce drame était un air qu'il connaissait par cœur. Madame, vous avez tous les droits. Le titre de propriété est sans équivoque. Cette maison est la vôtre, et vous en disposez comme bon vous semble. Ces mots, simples et légaux, avaient résonné en moi comme un chant de liberté longtemps étouffé. J'avais passé des jours et des nuits à les ressasser, à me demander si j'étais vraiment capable de franchir ce pas, de briser cette illusion de famille unie que j'avais si désespérément voulu préserver. Mais les visages de Clara et Léo, leurs rires insouciants sur ma table de cuisine recouverte de cartons de pizza, le souvenir des sacs poubelles remplis de mes herbes séchées, tout cela me revenait, tranchant comme un couteau. Le lendemain matin, armé d'une détermination nouvelle et inébranlable, j'avais donné le feu vert.
Maître Dubois avait lancé sans délai la procédure de mise en vente. Il avait contacté une agence immobilière discrète, spécialisée dans les biens de prestige, garantissant une transaction rapide et efficace. J'avais insisté sur un point crucial, la discrétion absolue. Je ne voulais pas de confrontation immédiate, pas encore. Je voulais que la réalité les frappe de plein fouet, sans avertissement, comme une averse inattendue en plein soleil, les laissant démunis face à l'évidence. Quelques jours plus tard, alors que je savourais le calme de mon petit appartement, mon téléphone avait vibré. C'était Clara. Sa voix était perçante, hystérique, comme je ne l'avais jamais entendue. Grand-mère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On vient de recevoir un avis de visite. La maison est à vendre. Tu es follé? Le ton était à l'indignation pure, à la colère froide, sans la moindre trace de tristesse ou de compréhension. Juste une fureur brute, celle d'un enfant gâté à qui l'on retire son jouet préféré. Je n'avais pas répondu tout de suite, savourant ce silence, cet instant précis où le masque de la bienséance tombait enfin. Clara, la maison m'appartient. J'en fais ce que je veux, avais-je dit, ma voix étonnamment calme, presque monocorde. Mais comment? C'est notre maison de famille. Papa a toujours dit que ce serait la nôtre. Son cri était monté d'un cran. Papa n'avait pas le droit de promettre ce qui ne lui appartenait pas, ma chérie. Je l'avais entendu halter, puis Léo avait pris le relais, sa voix plus contrôlée, mais tout aussi glaciale. Grand-mère, tu ne peux pas faire ça. Où allons-nous vivre? Où vont vivre tes arrière-petits-enfants? La question, posée avec une fausse innocence, n'était qu'une tentative désespérée de me ramener sur le terrain de la culpabilité. Vous trouverez, Léo. Comme j'ai trouvé un appartement, avais-je répondu, sans émotion. Et vous n'êtes pas les seuls à avoir des enfants. Leur indignation était palpable à travers le combiné. Ils avaient tenté de me menacer, de m'implorer, de me culpabiliser, mais leurs mots sonnaient creux, vidés de toute substance par leur propre négligence. Ils avaient parlé de l'héritage, de la famille, mais jamais de la cuisine, de ses arômes réconfortants, des dimanches innombrables que nous y avions passés. Jamais ils n'avaient mentionné le cœur de cette maison, celui que j'avais nourri de mes propres mains et qu'ils avaient laissé dépérir sans un regard. Leur aveuglement était total, leur égocentrisme abyssal. J'avais écouté, sans interrompre, sans réagir, laissant leurs mots se perdre dans le vide, comme des bulles de savon éclatant au contact de la dure réalité. C'était leur tour d'affronter le silence assourdissant de leurs propres choix et de leurs conséquences inévitables. Maître Dubois avait géré les visites avec une efficacité redoutable. Les acheteurs potentiels défilaient, attirés par le charme discret de la propriété et son emplacement idéal. La maison, dépouillée de l'âme que j'y avais insufflée, était devenue un simple bien immobilier, une coquille vide attendant un nouveau propriétaire. J'avais refusé de la revoir. Le souvenir de Clara et Léo errant dans les pièces, leurs rires échos dans le salon, leurs mains souillant les murs que j'avais blanchis, étaient trop vifs. Je voulais que cette transaction soit purement administrative, sans attache émotionnelle aucune. Les appels de mes petits-enfants s'étaient intensifiés. Ils avaient essayé de mobiliser ma propre fille, leur mère, qui avait toujours été un peu faible face à leurs caprices. Mais j'avais anticipé cela. Ma fille, Marie, m'avait appelé, sa voix tremblante, tiraillée entre sa loyauté et le respect qu'elle me portait. Maman, ils sont désespérés, ils ne comprennent pas. Ils disent que c'est leur maison maintenant. J'avais souri, un sourire froid. Dis-leur, ma chère, que la compréhension vient avec la réalité. Et la réalité, c'est que cette maison n'a jamais été la leur. Elle est à moi, et elle est en vente. Marie n'avait rien dit de plus, le silence de son côté en disait long sur son impuissance. Elle avait toujours été ainsi, une feuille au vent, incapable de tenir tête à ses enfants, les laissant transformer ma maison en terrain de jeu, puis en simple point de chute. Le processus de vente fut étonnamment rapide. La maison, bien que vieillissante, était idéalement située et le marché favorable. Les agents immobiliers avaient été efficaces, professionnels. Une semaine après la mise en ligne, nous avions déjà plusieurs offres sérieuses. J'avais choisi un couple jeune, avec 2 petits-enfants, dont les yeux brillaient d'une joie simple en visitant la cuisine, imaginant déjà les repas de famille. Ils avaient vu l'âme de la maison, celle que mes propres petits-enfants avaient piétinée. Le contraste était saisissant. J'avais signé les papiers, mon stylo ne tremblant pas. Chaque trait était une libération, un pas de plus vers ma propre liberté. L'avis d'expulsion formelle fut délivré par l'avocat, une lettre impersonnelle, dénuée de toute émotion, stipulant que les occupants devaient quitter les lieux dans un délai de 2 semaines, la vente étant finalisée. Je n'étais pas là quand ils l'ont reçu. Je n'avais aucune envie d'assister à leur colère, à leurs larmes.
J'avais coupé les ponts, remplacé mon ancien numéro par un nouveau, ne le laissant qu'à quelques personnes de confiance. Je n'attendais aucune excuse, aucun remords. L'indifférence avait été leur arme, elle serait désormais la mienne. Le jour J arriva, un mardi ensoleillé. J'étais assise sur mon balcon, dans mon nouvel appartement, savourant un thé à la menthe. J'avais choisi cet endroit pour sa tranquillité, son jardin commun où les roses grimpantes semblaient défier le temps. La vie ici était simple, sans les bruits assourdissants des jeux vidéo, sans les rires moqueurs, sans l'odeur des plats à emporter qui masquaient mes propres effluves de cuisson. Je savais que, là-bas, c'était le chaos. J'avais reçu un message de mon ancienne voisine, une femme discrète. Il déménage, ma chère. C'est un vrai spectacle. Des cris, des cartons éventrés, et la petite fille qui pleure parce qu'elle ne trouve pas sa console. J'avais souri. C'était leur réalité maintenant. La réalité de ne plus avoir le luxe d'un foyer qu'ils ne respectaient pas. Mon esprit vagabonda vers ma cuisine, l'ancienne. Je la voyais, baignée de la lumière matinale, les casseroles de cuivre étincelantes, l'odeur du rôti du dimanche qui embaumait l'air, mêlée aux notes épicées de mon gâteau aux pommes. Mes petits-enfants, plus jeunes alors, couraient autour de la table, leurs visages encore innocents, leurs rires sincères. Ce n'était pas un simple espace pour moi, c'était le cœur battant de notre famille, le témoin silencieux de tant de joie, de peine, de réconciliation. Mais pour eux, c'était devenu une aire de service, un lieu de passage entre deux livraisons, un arrière-plan à leur vie numérique. Le parfum aseptisé des plats livrés, la saveur fade du tout prêt, avaient remplacé mes bouillons mijotés, mes sauces onctueuses, mes confitures maison. Ils n'avaient pas vu l'héritage, seulement la commodité. Ils avaient étouffé l'âme de ma cuisine avec leur modernité froide. Et en faisant cela, ils avaient étouffé une partie de moi. Mais aujourd'hui, cette partie renaissait. La douleur s'était muée en une force tranquille, une détermination sans faille. J'avais arraché les racines de l'amertume et planté les graines de la sérénité. Ma nouvelle cuisine était plus petite, certes, mais elle était mienne, entièrement. Chaque ustensile, chaque épice, chaque grain de sel était à sa place, choisi avec soin. Les dimanches n'étaient plus rythmés par l'agitation forcée des repas de famille, mais par la douce mélodie de mes propres créations, des plats simples, préparés avec amour, pour moi seule, ou parfois pour Lise, ma nouvelle amie, une veuve pétillante que j'avais rencontrée au club de lecture. Nous partagions des recettes, des confidences, et le silence confortable de deux âmes qui avaient trouvé la paix. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur, de quémander un regard, une attention. Ma valeur était intrinsèque, ma paix inébranlable. Je me suis levée, et marché vers ma petite bibliothèque. J'ai pris un livre de cuisine ancien, celui de ma grand-mère. Je l'ai ouvert, les pages jaunies par le temps et les éclaboussures de vie. Non pas pour cuisiner, mais pour me souvenir, pour célébrer ce qui avait été, et ce qui était devenu. La cuisine résonnait désormais du silence, oui, mais ce silence n'était plus celui de l'absence. C'était le silence de la plénitude, de la liberté retrouvée. Mes petits-enfants avaient perdu une maison, mais j'avais gagné ma vie. Ils chercheraient peut-être un jour à comprendre, à se réconcilier. Mais les ponts brûlés ne se reconstruisent pas toujours. Et même s'ils le faisaient, je savais que ma porte ne s'ouvrirait pas aussi facilement qu'avant. L'amour est un don, pas une dette. Et le respect est une monnaie qui ne se gagne pas en piétinant l'héritage. Mon cœur, autrefois brisé, était maintenant un roc. Et ce roc, personne ne pourrait plus le déplacer. La vie était douce, enfin. La vie était douce, enfin. Mes dimanches, jadis éclatants de vie et de rire forcés, résonnaient désormais d'une quiétude choisie. Ma cuisine, autrefois le théâtre de mes sacrifices culinaires pour des palais indifférents, était redevenue mon refuge, un espace où je créais pour mon seul plaisir. Les arômes de mes plats traditionnels, autrefois étouffés par le parfum aseptisé des livraisons, s'épanouissaient à nouveau, enveloppant l'air d'une chaleur réconfortante. Je retrouvais la lenteur des gestes, la méditation du pétrissage, le frémissement doux des herbes. Chaque saveur était un rappel de ce que j'avais perdu, mais surtout de ce que j'avais regagné, le respect de mon temps, de mes efforts. J'avais appris que l'amour ne se mesure pas à la quantité de nourriture offerte, mais à la reconnaissance et à la présence authentique. Mes petits-enfants avaient vu ma cuisine comme une simple commodité, un service à la carte, jamais comme le cœur battant d'une famille, le lieu où les souvenirs se tissent et se transmettent. Ils l'avaient transformée en une aire de passage, un point de dépôt pour des repas sans âme, sans histoire, sans la moindre trace d'héritage. Ils avaient choisi la facilité, et cette facilité les avait conduits loin de moi, loin de ce qu'ils auraient pu recevoir. Le silence du téléphone, autrefois source d'inquiétude, était devenu le doux murmure de ma liberté retrouvée. Les appels se firent rares, puis s'éteignirent presque complètement,
remplacés par de brefs messages impersonnels, des obligations à cocher sur une liste. Je n'en souffrais plus. Chaque absence était un espace que je remplissais de mes propres aspirations. Je m'étais inscrite à un atelier de poterie, une passion longtemps négligée. Mes mains, qui avaient pétri tant de pâtes, modelaient maintenant l'argile, donnant vie à des formes imparfaites mais chargées de mon essence. Je partageais des rires sincères avec d'autres élèves, des âmes libres qui, comme moi, avaient trouvé un second souffle loin des attentes et des fardeaux familiaux. Ces nouvelles amitiés étaient des plantes précieuses, nourries par l'authenticité et le respect mutuel. J'avais retrouvé ma voix, celle que j'avais étouffée pendant des années pour maintenir une paix illusoire. Je parlais de mes projets, de mes rêves, sans craindre le jugement ou l'accusation d'égoïsme. C'était une sensation nouvelle, enivrante, une renaissance tranquille. Mes petits-enfants, quant à eux, avaient dû affronter la dure réalité d'une vie sans filet. Privés du soutien financier et logistique qu'ils prenaient pour acquis, leur existence, bâtie sur l'apparence et la facilité, avait commencé à vaciller. Des échos me parvenaient parfois par des amis communs. Difficultés financières grandissantes, désaccords constants, la façade de perfection qui se fissurait. Leurs repas livrés à domicile, si pratiques, étaient devenus un luxe inaccessible. Ils devaient désormais cuisiner eux-mêmes ou se contenter de peu, loin des saveurs exotiques qu'ils affectionnaient tant. Je ne ressentais aucune joie maligne, seulement une forme de mélancolie résignée. Ils avaient eu l'opportunité de comprendre la valeur de l'héritage, non seulement matériel, mais aussi culturel et émotionnel. Ils avaient préféré la consommation rapide, la superficialité. Et maintenant, ils en payaient le prix, non par ma vengeance, mais par la logique implacable de leur propre choix. L'héritage, ce n'est pas ce qu'on reçoit sans effort, c'est ce qu'on cultive avec amour, respect, et un sens profond de la gratitude. Un après-midi, en rangeant de vieilles photographies, je suis tombée sur un cliché de mes parents, jeunes et souriants, devant la cuisine de leur propre maison. Ma mère, son tablier fleuri, tenait une louche, prête à servir un plat fumant. J'ai souri. L'héritage, ce n'était pas cette maison, ni même mes recettes, c'était la transmission de l'amour, du travail acharné, de la générosité. Et ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait piétiner ou jeter comme un emballage. Je n'avais rien perdu en les laissant s'éloigner. Au contraire, j'avais retrouvé ma dignité, ma valeur intrinsèque. J'avais cessé de me plier en quatre pour des personnes qui ne me voyaient que comme une ressource inépuisable. J'avais compris que ma richesse ne se mesurait pas à la taille de mon portefeuille, mais à la paix de mon esprit et à la force de mon caractère. Le silence de ma cuisine, autrefois perçu comme une absence douloureuse, était devenu une douce mélodie, celle de ma liberté retrouvée. J'étais la gardienne de mon propre sanctuaire, enfin remplie de ma propre essence, libérée des attentes des autres. Mon testament, révisé avec une clarté absolue, reflétait cette nouvelle réalité. J'avais pris des dispositions pour que mon patrimoine serve des causes qui me tenaient à cœur, des associations de soutien aux personnes âgées isolées, des initiatives pour la transmission des savoir-faire artisanaux. Une partie irait à une école de cuisine pour les jeunes défavorisés, afin qu'ils apprennent l'art de nourrir le corps et l'âme. Quant à mes petits-enfants, ils recevraient une somme symbolique, juste assez pour qu'ils ne puissent pas dire que je les avais complètement oubliés, mais pas assez pour qu'ils puissent continuer à vivre dans l'illusion de la facilité. Ce n'était pas une vengeance, mais une ultime leçon, une tentative de leur montrer la valeur du travail et de la responsabilité. J'avais appris que le plus grand amour est parfois de laisser les autres faire leurs propres expériences, même si elles sont douloureuses. J'avais planté la graine de l'héritage. Si elle ne germait pas chez eux, elle fleurirait ailleurs, là où elle serait cultivée avec soin et respect. Ma cuisine, mon histoire, ma vie. Tout était maintenant à sa juste place. Je buvais mon thé, le soleil du soir caressant ma joue. La paix. La Braille.